Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé audio du livre Augmenter votre intelligence financière de Robert Kiyosaki, avec une préface par Donald Trump. Dans un monde capitaliste, en perpétuel changement, il paraît vital pour chacun de développer son intelligence financière. Ce livre de vulgarisation vous donnera les bases pour comprendre le fonctionnement de l'argent à l'ère du nouveau capitalisme et les clés pour développer par vous-même cette si précieuse forme d'intelligence. Introduction. L'auteur part du constat que le système éducatif américain ne lègue aux étudiants que très peu de connaissances financières. Cette absence d'éducation financière est pour lui très grave, car vivant dans un monde capitaliste en perpétuel mouvement, les citoyens ne sont pas du tout en mesure de prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes concernant leur argent, ce qui a parfois pour conséquence des situations très graves, crise des subprimes par exemple. Pour ces deux raisons, il estime qu'il est vital pour les citoyens de prendre en charge eux-mêmes leur propre éducation financière ainsi que celle de leurs enfants. Son objectif avec ce livre est justement d'apprendre au lecteur à devenir plus intelligent financièrement afin qu'il sache ensuite comprendre et traiter l'information financière disponible abondamment partout et prendre ainsi les bonnes décisions concernant son argent afin de s'enrichir. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'intelligence financière ? Tout comme l'intelligence et les capacités à résoudre des problèmes, l'intelligence financière est la capacité à résoudre des problèmes d'argent. Pour accroître son intelligence financière et s'enrichir, il faut donc avant tout résoudre ses problèmes d'argent. Pour expliquer cela, l'auteur fait le parallèle entre un problème d'argent et un mal de dents. Si on ne s'occupe pas d'un mal de dents, il engendrera à terme de graves conséquences. C'est pareil avec l'argent. Si par exemple vous manquez d'argent, et si au lieu de trouver une solution à ce problème, vous commencez à vivre à crédit, vous allez cumuler les dettes, puis vous contracterez un crédit pour rembourser ces dettes, vous endettant ainsi toujours plus jusqu'à la faillite. Les règles de l'argent ont changé. Dans ce chapitre, l'auteur aborde également un point essentiel du livre. Il explique qu'en 1971, le président Nixon, en proclamant la suspension de la convertibilité du dollar en or, a provoqué une modification profonde des règles de l'argent. Il a ainsi fait passer le dollar du statut de monnaie au statut de devise. Or, une monnaie a une valeur concrète, tangible, fiable, pérenne. Au contraire, une devise n'a de valeur que celle que les gens veulent bien lui donner. Elle doit circuler constamment pour garder sa valeur. Si les gens cessent de l'accepter, elle perd toute valeur. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait cela ? Vous demandez-vous peut-être. Tout simplement parce qu'il a préféré tricher et profiter de l'absence de connaissances financières du peuple américain plutôt que résoudre ses problèmes financiers. L'État était en effet endetté. Grâce à cette nouvelle loi, il a ainsi pu faire marcher la planche à billets pour éponger artificiellement ses dettes. Les conséquences n'ont pas tardé. L'inflation a explosé. Les Américains ont perdu le pouvoir d'achat, se sont endettés et les problèmes financiers de l'État se sont aggravés. L'auteur explique que ce séisme dans les règles de l'argent a transformé les épargnants en perdants et les débiteurs en gagnants. Selon les règles de l'ancien capitalisme, il était financièrement intelligent d'économiser de l'argent et d'éviter les crédits. À l'ère du nouveau capitalisme, il devient dément d'immobiliser une devise. Il faut au contraire emprunter aujourd'hui pour acquérir des actifs. Actifs qui, eux, prendront de la valeur et généreront du cash flow. Et rembourser demain avec des dollars qui coûteront moins cher grâce à l'inflation. L'auteur n'approuve pas ce changement dans les règles de l'argent et il trouve le système totalement injuste. Il est également attristé de constater que la plupart des gens font encore confiance à l'État pour résoudre leurs problèmes d'argent, pour leur retraite, pour leur santé. Toutefois, il estime que ne pouvant pas changer le système et ne pouvant pas compter sur l'État pour assurer notre sécurité financière, nous devons apprendre le fonctionnement de ce nouveau système et nous en servir en notre faveur pour nous enrichir. Et cela passe évidemment par le développement de notre intelligence financière. Chapitre 2. Les 5 QI financiers. Selon l'auteur, il existe de nombreuses formes d'intelligence. Il ne considère pas du tout l'intelligence financière comme supérieure aux autres. Mais il pense cependant que, vivant dans un monde régi par l'argent, c'est une intelligence dont nous avons tous besoin à des degrés divers. L'intelligence financière peut se décomposer en 5 sous-parties qu'il nomme QI. Le QI financier 1, savoir gagner davantage d'argent. Plus vous gagnez d'argent, plus votre QI 1 est élevé. Le QI financier 2, savoir protéger son argent. Plus la part de vos revenus reversés à l'État est faible, plus votre QI 2 est élevé. QI financier 3, savoir gérer son argent. Plus la part de vos revenus que vous arrivez à conserver est élevée,
épargne, investissement, plus votre QI 3 est élevé. QI financier 4, savoir faire fructifier son argent. Plus le rendement de vos investissements est élevé par rapport au capital investi et moins vos investissements sont risqués, plus votre QI 4 est élevé. QI financier 5, savoir améliorer son information financière. Plus vous arrivez à comprendre, analyser et donner un sens à l'information financière, plus votre QI 5 est élevé. Dans ce chapitre, il revient également sur le quadrant du cash flow, concept déjà exposé dans son livre du même nom. Ce quadrant représente sous la forme d'un schéma simple les 4 groupes de personnes qui évoluent dans le monde de l'argent. E, employé. T, travailleur indépendant. P, propriétaire d'entreprise de 500 employés ou plus. I, investisseur. Il explique que ceux qui évoluent ou qui souhaitent évoluer dans les cadrans P et I sont ceux qui ont le plus d'intérêt à développer leur intelligence financière, car leurs revenus sont directement corrélés à leur intelligence financière. La réussite dans les cadrans P et I se mesure avec l'argent. Chapitre 3. Le QI financier 1 pour gagner davantage d'argent. Conseil numéro 1. Le premier conseil que Robert Kiyosaki donne pour développer son QI 1 est de travailler, non pas pour de l'argent, mais pour apprendre à en gagner davantage. Relatant sa propre expérience, il explique qu'au début de sa carrière, il a délibérément choisi un poste avec un salaire beaucoup plus bas que ce qu'il aurait pu avoir ailleurs, dans l'unique but d'apprendre à vendre. Fort de cette expérience sur le terrain, il a ensuite pu créer sa première entreprise. Conseil numéro 2. Son deuxième conseil est le suivant. On peut abandonner quand on gagne, mais jamais quand on perd. Le processus est plus important que le but. Quand on est face à des difficultés, il ne faut surtout pas abandonner, car c'est justement là qu'on apprend à résoudre des problèmes et qu'on augmente son QI 1. Conseil numéro 3. Son troisième conseil est qu'une fois un défi remporté, il faut passer au suivant. La sécurité de l'emploi est le pire ennemi du QI 1. C'est le processus de résolution des problèmes de plus en plus complexe qui nous enrichit. Conseil numéro 4. Résoudre vos problèmes d'argent. Et aussi résoudre les problèmes des autres. Voilà le secret ultime pour gagner davantage d'argent. Il prend pour preuve de cela le fait que plus une entreprise résout de gros problèmes, plus elle est prospère. Chapitre 4. Le QI financier 2 pour protéger votre argent. Robert Kiyosaki considère que le monde est peuplé de prédateurs qui en veulent à votre argent. Le QI 2 vous permet de conserver la majeure partie de ce que vous gagnez et d'en donner le moins possible à ces prédateurs. Pour l'auteur, le premier prédateur est bien sûr l'État. Il n'est pas contre l'impôt en soi, il est tout à fait conscient de l'importance du service public. Mais il estime que les bureaucrates, au lieu de résoudre vraiment des problèmes, ce qui devrait être leur rôle premier, ne savent faire que deux choses face à un nouveau problème. Augmenter toujours et encore les impôts, emprunter, creusant ainsi toujours et plus la dette. Ainsi, au lieu de faire leur travail et de résoudre les problèmes, ils les amplifient. Aussi, dépité par ce constat sans espoir, a-t-il adopté pour devise de toujours faire en sorte de leur reverser le moins d'argent possible. Il trouve en effet l'État totalement incompétent et n'y fait absolument aucune confiance pour gérer sa sécurité financière future, retraite, santé. Il épingle ensuite au tableau des accusés les banquiers qui en échange de 5% d'intérêt utilisent votre épargne pour la prêter à 20%, les courtiers et les conseillers financiers qui sont en fait de simples vendeurs n'ayant aucune expérience ni aucune compétence réelle en investissement, qui n'ont pas compris que les règles de l'argent avaient changé et qui font payer très cher des conseils désuets et dangereux. Les conjoints qui dérobent votre argent en cas de divorce. Bref, on pourrait résumer ce chapitre de la façon suivante. Ne faites confiance à personne. Protégez votre argent en vous entourant d'avocats, de comptables et de fiscalistes. Apprenez à gérer votre argent au lieu de le confier à de faux experts. Voilà, c'était la première partie de ce résumé et je vous dis à la prochaine vidéo pour la seconde partie.